des fois, le problème des enfants, c'est les parents. Mmh. Là, c'est une blague de, tu sais, c'est une blague de pédopsie, ça. On dit, quand on fait sortir les parents dans la salle d'attente, on sait qu'on met le problème dans la salle d'attente. C'est dur pour les parents, hein. C'est dur Ouais, pour les c'est dur. parents parce que Ouais, ils et c'est prennent un dur, puis coup en même sur temps, la tête, mais moi je dis c'est pas vrai parce que, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, moi je dis les gens qui connaissent le mieux l'enfant, c'est le parent. Donc les parents, il faut oui, impérativement les écouter et je trouve que, des fois on les écoute pas assez. Tu vois, le parent qui dit: «Dès le premier jour, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, dès les premiers moments, je voyais que par rapport à mon enfant aîné, il y avait quelque chose». Faut absolument les écouter. C'est quand même les personnes qui ont, un niveau d'observation et d'attention, qui est sans commune mesure. Après il y a un biais, mais voilà, il faut les écouter. Et en général, ça va assez vite, hein. Ça va assez Ils vont vite mieux quand même, hein. qu'est-ce que tu appelles psychoéducation pour que les gens comprennent? Qu'est-ce qui fait que ça va mieux? Évidemment, je suis d'accord avec toi, mais pour que les gens comprennent ce qu'est la différence. Quand je parle des gens, je parle des parents, des éducateurs, des enseignants, des professionnels, des médecins. C'est-à-dire que, et j'en parle parfois, ce que disait Dabrowski, psychiatre, psychologue, les surdoués n'ont pas besoin de thérapie parce qu'ils sont pas malades. Ils ont C'est sûr. besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants de ces capacités-là. Et ce que je rajoute, c'est qu'évidemment, comme tout le monde, ils peuvent avoir besoin de professionnels pour faire des thérapies, mais pas du fait de la douance, c'est du fait de la vie de tous les jours, des Oui. environnements. Euh, donc je reviens sur ma question, qu'est-ce que tu appelles psychoéducation versus thérapie? Alors la psychoéduc, bah, en fait, c'est ce que tu viens de dire. La psychoéduc, c'est donner de l'information. C'est-à-dire qu'on va combler le fossé, du patient entre lui et nous, c'est-à-dire on va lui transmettre en fait beaucoup de savoir, donc ça fait partie de l'ICV, tu vois? C'est-à-dire que dans les thérapies, en général, tu donnes pas trop de sous-titres, hein, sur ce que tu fais et dans l'ICV et dans une autre thérapie, pour laquelle je suis formée, avec un modèle, qui s'appelle le DNAV. Alors ça, j'ai eu la chance, moi, d'être formée par Louise Hay, donc qui est une Australienne, une PhD australienne, qui a créé un modèle, si tu veux, et en fait, tu peux transmettre explicitement le modèle, hein, alors notamment aux enfants HPI, hein, parce qu'ils vont le processer très très vite. Et en fait, moi, je dis à certains de mes patients, là aujourd'hui, vous êtes mieux armés sur le trauma ou sur l'attachement que certains de mes collègues psy. Hein, je dis ça un peu en plaisantant, mais c'est vrai que, et je pense que là-dessus, je te rejoins. Ils ont besoin d'informations. Évidemment, ils peuvent avoir été agressés, ils peuvent avoir été dans des familles dysfonctionnelles. Enfin, ils peuvent, voilà, avoir tout ce que peut avoir un être humain dans un milieu, on va dire, suboptimal, par ailleurs. Mais la douance, c'est pas du tout une pathologie. Et moi, c'est vraiment un truc. Je trouve que ça va mieux maintenant, mais j'ai eu une période en libéral où vraiment j'avais des parents qui me disaient, il a eu son diagnostic. J'ai dit, mais attendez, c'est pas un diagnostic, c'est pas une maladie. C'est c'est même plutôt le contraire, c'est-à-dire c'est plutôt un atout, c'est une force quand même. Alors, qu'on ressente un écart, souffrant avec, les autres, ça c'est, voilà, c'est une dimension, je pense, qui est très importante à prendre en compte, mais c'est pas du tout un diagnostic. Toi, tu fais les bilans de QI. Oui, chez l'enfant, je dis chez l'adulte, je Ouais, c'est suis ce que pas, tu m'avais dit. ouais, Donc tu chez fais de les enfants et les l'accompagnement ados. pour les adultes sur les traumas, mais Oui. les bilans sur les enfants, comment tu abordes la question des bilans? Je dis que je suis souvent assez critique et en même temps je protège les praticiens, ça dépend lesquels, mais en tout cas sur la question du QI qui est vécu comme l'alpha et l'oméga par les enseignants, par les parents qui sont... euh, et puis il y a des professionnels qui travaillent bien. Qu'est-ce que tu dirais au regard de ta pratique et de tes expériences de toi et des autres, pour les parents qui doutent, qui se demandent, moi j'ai souvent ça, est-ce que je fais passer
un test à mon enfant. Mais je dis, mais c'est surtout avec qui, c'est surtout dans quel contexte, c'est surtout quel est l'objectif, qu'est-ce que Mmh, vous allez dire c'est ça. à votre enfant, qu'est-ce que votre enfant va en retirer. Sachez que si vous achetez un bilan, vous avez un bilan, hein, vous n'avez pas autre chose, pas un accompagnement, pas comment on fait dans notre vie. Euh, Comment tu fais toi et quels seraient les conseils que tu donnerais à des parents? Oh, pardon, et je rajoute aussi, des fois j'explique que c'est pas le bon moment et des fois j'explique qu'il faut pas traîner parce que plus tôt on le sait jeune, plus Oui. on peut arbitrer des stratégies, y compris s'ils se cachent derrière des problèmes de 10 de TSA et de TDAH. Mmh. Oui, c'est vrai. Bah, si tu veux, moi, j'ai une démarche de bilan, c'est-à-dire j'ai une démarche qui est assez, j'allais dire protocolisée parce que je veux pas me louper. Donc voilà, donc j'ai construit quelque chose à travers mon expérience clinique qui est, de faire vraiment du 360° autour de la demande. C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'objectif, pourquoi, comment, dans quel but, dans quel contexte, pourquoi maintenant. Et donc ça passe par un très long entretien quand même, hein, où on va screener s'il y a des antécédents familiaux, quels sont les antécédents médicaux généraux, hein, chez l'enfant, les modalités de développement précoce, parce que chez les HPI, il y a quand même des choses qui se voient très tôt. Moi, je vois, c'est souvent que tu entends quand même des enfants qui ont parlé particulièrement tôt, hein, par exemple. Ou bah, je pense à une petite que j'avais eue, enfin, je sais pas si tu imagines, c'est la seule que j'ai connue comme ça. Elle a appris à apprendre à lire à 2 ans et demi toute seule. Toute Donc, seule. toute seule, voilà. Donc comment ça marche, tu vois, un gamin qui apprend à lire en sachant que notre cerveau n'est pas fait pour lire. Donc là quand même, là tu te dis, donc on retrouve des capacités hors normes. Et donc ça, moi je vais rechercher ça, les capacités hors normes. Je vais rechercher des choses qu'on voit souvent, c'est-à-dire des questionnements sur ce qui est universel, ce qui est existentiel, ma place dans le monde, mon rapport à la mort, ma conscience du temps qui passe. Enfin, il y a des aspects de lucidité qui sont très particuliers, que moi je vais chercher vraiment très explicitement, hein. J'ai ma grille, je vais tout chercher. Le contexte familial, donc la fratrie, la dynamique dans la fratrie, qu'est-ce qui se passe, l'ambiance dans la famille, les modalités d'attachement, le caractère de l'enfant, comment les parents parlent de leur enfant, qu'est-ce qu'ils ont vu, parce que tu vois, par exemple, je parle des TDAH HPI. Alors eux, souvent les parents ils tiltent des fois à la maternité, hein. Alors je dis ça, j'exagère à peine. Ah oui, oui, moi j'ai des parents qui me disent, j'ai tout de suite vu. Alors l'avantage de ces gamins-là, c'est quand ils arrivent en deuxième. Je dis, si c'est les aînés, c'est moins de chance. Quand ils arrivent en deuxième, comme ils ont un point de comparaison, les parents disent l'éveil, le regard, tu vois, une espèce de regard comme ça, transperçant, et l'éveil. Moi, je sais que j'ai des parents qui m'ont dit, vous savez, je viens vous voir parce que le pédiatre à la maternité me disait, gardez en tête dans un coin, mettez-vous un post-it mental. Peut-être il faudra faire un bilan quand il va grandir, parce que là, la tonicité et la qualité d'éveil et déjà d'interaction fait, donc tu vois, ça peut se voir à quelques jours de vie, hein, cette Bien façon sûr. d'être à l'environnement. Le regard, beaucoup, on parle beaucoup de regard, hein. Les parents, quand tu les écoutes, ils disent aussi son regard, tu vois, comme si presque un regard transperçant, presque gênant, hein, comme un scanner, hein, quand on s'était parlé tous les deux, comme si tu as quelqu'un qui te sonde vraiment très profondément, et que ça peut même être un peu comme vécu comme intrusif, on va dire. Donc ça, c'est des choses Je fais qui juste une remarque. reviennent. Pardon, je fais juste une remarque par Oui, rapport à ce que tu dis. C'est les gens qui me disent que certains professionnels leur ont dit qu'on peut pas savoir avant 6 ans. Moi, j'explique qu'on peut savoir tout de suite. Alors, on peut savoir tout de suite, faut mettre un modulo, bien sûr, là-dessus, bien parce que sûr. c'est pas aussi saillant, mais on peut savoir très vite. Là où des parents vont dire, oui, mais comme je suis son parent, je suis pas lucide. Bah, arrêtez vos conneries quand même. Vous mettez ça de côté.
il y a oui, quand même des choses et puis faites-vous aider éventuellement. Mais évidemment qu'on va le voir sur ce que tu dis, sur les oui, yeux, sur l'empreinte, sur la tonicité, sur l'autonomie. Ils veulent être oui, autonomes tout de suite. oui, Enfin, oui, je te laisse continuer la liste, mais il y a quand même oui, une dizaine d'items à oui, partir desquels on peut avoir déjà une suspicion, en tout cas une vigilance, oui. une attention. Tu vois, j'avais expliqué une fois, j'avais quelqu'un qui était HPI et qui me dit, ma fille, je crois qu'elle avait 5 ans, 6 ans, je sais plus, c'est par là, qui m'a dit, elle a dit à sa mère, maman, si tu te comportes comme une gamine, on va pas s'en sortir. Et j'ai régulièrement des retours comme ça, si tu veux. Tu vois, il se passe quelque chose, il y a une espèce de lucidité, une conscience, Ouais, ouais, où j'ai une maman, il y a pas longtemps, elle m'a dit, je note les remarques de ma fille qui a 4 ans, je les note. C'est une remarque d'adulte. ouais. Ah oui, oui, bah, tu vois, c'est pour ça quand tu dis, moi, c'est des enfants qui me font, régulièrement penser. Je me dis: «Mais en fait, il y a une partie de nous qui n'a pas d'âge. C'est pas possible de sortir des trucs pareils», il y a des réflexions d'une profondeur, où tu es quand même, stupéfait. Tu te dis: «Mais, cette réflexion-là, elle est pas le fruit d'un apprentissage, ils sont trop petits». Enfin, tu vois? Et donc, Exactement. elle est le fruit de quoi? Donc elle est le fruit d'autre chose. Donc, alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est une population qui te rend très humble aussi, parce que moi j'ai remarqué un truc aussi quand même chez les HPI, ils sont humbles. Et en fait, moi je constate que tu sais, alors c'est moins aujourd'hui, mais il y a quelque temps de ça, j'avais des parents qui arrivaient au cabinet en disant, vous savez, je sais que mon enfant est HPI, de toute façon voilà, dans la famille on est tous, voilà, on a tous fait les grandes écoles, etc. Et puis, bah, pas du tout, mais d'aucune façon. Tu vois, en fait, le gamin, alors, déjà, le QI était pas à 130, et puis le fonctionnement, enfin, il y a rien, rien, ça correspond pas du tout à ce qu'on voit chez l'HPI. Et un truc assez fort aussi chez les HPI, tu vois, moi, dans l'expérience clinique, c'est le rapport à l'autorité qui est compliqué. C'est, je veux vite faire, je veux vite faire à ma façon à moi. Alors toi, tu dis l'autonomie, mais tu vois, Carlos Tinoco, moi j'avais beaucoup aimé ses ouvrages quand je les ai découverts. Je crois, lui, il parle de désir d'autodétermination, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un d'autre que moi qui me dit. Exactement. Ouais, ouais. Et moi ça, je le vois chez mes patients. Donc tu vois, donc j'ai effectivement toute une espèce de screening. Euh, Avec la grossesse, hein. Alors je pose beaucoup de questions sur la grossesse, les complications de grossesse. Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers, particulièrement stressants, des deuils, de la confrontation à l'adversité, quelle que soit la modalité. Bon, on explique aux parents ce que c'est, mais d'explorer bien la grossesse, et puis l'accouchement, parce que c'est quand même un grand moment de traumatisme, hein, pour tout le monde. C'est un des trucs où on intervient le plus en psychotrauma, hein, l'accouchement. C'est un moment, ah ouais, c'est terrible, hein. Quand tu travailles en thérapie sur la ligne du temps, c'est vraiment un événement qui sort fréquemment comme traumatique. Et puis ensuite le développement précoce, ce que je disais tout à l'heure, donc les compétences hors normes assez vite, des gamins. Je me souviens d'un petit garçon que j'avais vu. Alors tu vois, alors lui tout est facile, c'est-à-dire l'école c'est facile, bon il s'ennuie. Bon, il est TDAH, ok, bon il est hyperactif, mais par exemple en batterie c'est pareil, c'est-à-dire son prof de batterie a jamais vu ça. Tu vois, c'est les gamins, et en fait, ils comprennent pas, tu vois, ils font: «Mais ça, c'est facile, pourquoi les autres, ils y arrivent pas?» Tu Et c'est pas eux, qui ont des dispositions particulières, ils disent: «Mais c'est bizarre que tout le monde n'y arrive pas». Tu vois? C'est un truc, moi, ça que j'ai observé souvent, chez les enfants. Et je trouve que les HPI, quand tu leur dis: «Bah, tu sais, en fait, tu as tout, hein, tu as, grande sensibilité, voilà, tu sais pas comment tu fais certaines choses, très grande lucidité». Et alors moi je trouve aussi quelque chose qui me frappe, ils sont fracassants de justesse avec les adultes. Les adultes ne sont pas sérieux. Les adultes ne sont pas des gens sérieux. Qui est un truc qui moi me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup, parce que je leur dis mais bien sûr tu as raison. Et en fait ça c'est, enfin je vois à quel point c'est un soutien pour eux. Bah, je dis bien sûr que les adultes sont pas sérieux souvent. Donc ils trouvent que les adultes, la plupart du temps, tiennent pas la route. Ils trouvent les réactions ridicules. Enfin, il y a quand même tout un truc, ouais, que moi je trouve fracassant de lucidité parfois. C'est dur, hein, c'est dur d'avancer avec, en voyant à ce point.
les tu sais, les fragilités du monde adulte qui se pensent vraiment, enfin, oui, ils voient bien que ça tient pas la route, quoi. Que le monde tourne à l'envers, tu vois? Ça, c'est des trucs que j'ai entendus aussi, tout tourne à l'envers, en fait. Bah, j'ai dit: «Oui, tu peux pas leur dire non, c'est pas possible». J'ai dit: «Bah oui, tu as raison, c'est les plus fous qui sont en haut des organisations, enfin, c'est ils écoutent c'est des gosses qui écoutent beaucoup aussi. Enfin, ça, je vois, ils sont très intéressés par les conversations d'adultes, donc ils écoutent les adultes et ils en tirent beaucoup de leçons. Mais le point que tu viens de dire, c'est est-ce que tu valides ou pas ce qu'ils pensent? Parce que dans le Ah oui, monde ordinaire, qui est en fait du pas de vague, du politiquement correct, forme de veulerie, de oui, trahison, de mensonge, conscient, inconscient, c'est un peu hybride, avec des choses convenues pour, un peu comme l'explique Carlos et ses amis, pour rentrer dans le récit collectif. mmh, Parce que, et on en a échangé sur cette chaîne avec Carlos, parce que le récit collectif prévaut sur le récit individuel et les gens vont consacrer plus d'énergie au récit oui. collectif, quand bien même il va être au détriment d'eux-mêmes. C'est un truc de Mmh. malade quand même, hein. Ah C'est de oui. la psychopathologie sociale, ce truc-là. Et les gamins, est-ce que tu leur dis que tu valides ça? Ce qui peut déranger les parents et le monde ordinaire, l'école, voire les professionnels, médecins, psy ou autres. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font de ça? Ou est-ce que Mmh. tu les rentres dans la boîte en mentant et trahissant, sachant qu'ils sont pas dupes, que tu leur mens, en gros, que tu cautionnes cette psychopathologie sociale. Oui, Et comment tu grandis après avec tout ça? Tu as des enfants qui ne parlent plus. Tu as des enfants qui ne parlent plus ou comme on peut faire, c'est-à-dire que une partie d'eux ne parle plus, ce que moi j'ai fait. Et c'est pas forcément un problème, c'est que tu décides quelle partie va parler. Mais en tout cas, pas la partie qui engage. Et ça peut faire ce qu'avait dit Jung, je crois que c'est dans son bouquin Ma vie, c'est que bah, tu as des gens extrêmement intelligents qui peuvent apparaître extrêmement idiots parce qu'ils passent, en fait, ils font les plantes vertes hein, ou les blondes, comme me disent certaines femmes, et c'est pas un sujet. Moi, je peux faire ça régulièrement, je m'en fous, c'est pas un sujet. Parce que tu as arbitré quelque chose dans ta vie qui fait que t'es pas au bon endroit ou pas livré sur la bonne planète, comme je le dis parfois. Se pose la question pour ceux et celles qui n'ont pas arbitré. Ça, c'est un vrai sujet, mais quand déjà tu as une conscience de fin de vie en arrivant à la naissance, ce qui est le cas d'un certain nombre de jeunes enfants, c'est quand je dis qu'ils naissent vieux, ils naissent avec la conscience et la lucidité. Hein. C'est la vieillesse de la maturité. C'est pas, c'est, comme tu le dis, c'est pas un apprentissage. Hein. non. Ils sont livrés avec tous les bagages. J'avais une question complémentaire, c'est qu'est-ce que tu vois comme nuance garçon-fille dans ton travail? Ouais, alors, tout à l'heure, j'allais t'en parler parce que, c'est quand même quelque chose que j'observe. Je pense que les filles sont quand même beaucoup moins bien identifiées. Parce que si tu veux, les chemins par lesquels les parents se posent la question, dans ce chemin-là, il y a quand même, beaucoup le rapport à l'école. C'est-à-dire, les gens, ils vont arriver parce qu'ils s'ennuient, parce que c'est long, parce qu'ils trouvent pas d'intérêt à ce qu'on leur fait apprendre et cetera. Donc il y a le rapport à l'école et c'est vrai que, moi je me dis les filles étant, dans cette tendance, de suradaptation, elles vont faire moins de bruit, elles vont être moins gênantes, donc on va moins se poser la question. Enfin, force est de constater, moi si je regarde mon fichier patient, depuis des années que je suis installée maintenant, je pense que le prorata filles-garçons, c'est un quart, un tiers de filles à mon avis, à la louche comme ça et les 2/3, 3/4 de garçons, hein. Largement, hein. C'est vraiment les filles, et j'ai quelques tu sais, j'ai vraiment des petites filles en tête, on dit, avec des QI de fous furieux, des trucs, des filles à 157 où tu leur dis ça, mais elles te regardent, mais tu sais, elles ont vraiment l'impression qu'on parle pas d'elles, quoi. Et les parents sont là, complètement stupéfaits et tu vois vraiment il y a toutes les caractéristiques. Mais
Là, pour le coup, tu as vraiment le truc, tu sais, de tomber de l'armoire. Enfin, elles n'en reviennent pas, mais je trouve que c'est souvent le cas des HPI. C'est j'en reviens pas, mais en même temps, il y a quelque chose qui s'apaise tellement quand quelqu'un semble si bien me comprendre. Parce que quand tu dis, tout à l'heure, tu me demandais est-ce que tu valides? Moi, je valide. Alors évidemment, je valide pas. Quand il y a des hypothèses, tu sais, je sais pas, de révolution violente, par exemple. Évidemment, c'est pas une validation inconditionnelle, mais sur tout ce qui pointe des adultes, moi je leur dis mais évidemment, bien sûr que tu as raison. Je leur dis quasiment tout le temps qu'ils ont raison. Je me dis mais évidemment que le monde tourne pas rond. Évidemment que, enfin, la société, le monde du travail, enfin, tu sais, ils font plein d'observations. Il y en a, j'en avais pas mal en prise en charge au moment du confinement. Mais c'est fabuleux, les réflexions qu'on a entendues à ce moment-là. Tu vois, d'un seul coup, il disait mais je prends conscience du boulot de mes parents. Bah, j'ai surtout pas envie de faire comme eux. Tu vois, et toutes les décisions, enfin certains, le niveau de réflexion que vous avez sur les décisions autour de la gestion de la crise sanitaire, ben moi je les validais tout le temps, quoi. Je disais mais oui, c'est disproportionné, oui, oui, on pourrait faire autrement, oui, il y aurait d'autres modalités délibératoires. On pourrait faire autrement, bien sûr qu'on pourrait faire autrement que là ce qu'on est en train de produire. Et qui a d'ailleurs été le point de départ, tu sais, nous en santé mentale, d'un truc complètement hallucinant. Donc ouais, c'est moi je suis à fond là-dedans et je pense que c'est ce qui produit un apaisement. Moi je leur dis souvent, on peut se créer un petit endroit du monde où tout fonctionne à l'endroit. Ouais, Hein, et en mmh, particulier à l'intérieur, où trouver des modes relationnels et interactionnels privilégiés. mmh, J'ai une question. La petite fille à 157 qui est plus mmh. proche du TT-HPI, parce que le test plafonne à 160 que du THPI. Qu'est-ce que tu vois de son TT-HPI ou pas? Parce qu'en fait, plus on monte, alors moi j'ai plusieurs centaines de personnes au-dessus de 145 ou au-dessus du THPI. Mais en TTHP, il y a une espèce de déconnexion en général, d'arbitrage où un enfant, il sait déjà qu'il est pas livré là, et il peut traverser le monde avec sa forme de lucidité dont il n'est pas dupe, mais il met plus de combat. Bah, en tout cas, là, moi, ce qui m'avait vraiment étonnée chez cette petite fille, c'est que, tu vois, c'est un peu la sensation d'isolement dans cette famille. Disons que où bah tu vois que son fonctionnement, les parents. Alors c'était une petite fille très agréable, très sage, tu vois. Enfin vraiment, les parents avaient une façon de la présenter extrêmement à son avantage, mais plutôt dans un registre, tu vois, enfin pour moi, hein, de vraiment la petite fille un peu modèle, quoi, hein, qui fait surtout pas de bruit, qui veut pas se faire remarquer. Mais moi, ce qui m'avait frappé chez elle, c'est la solitude. Pour moi, elle me semblait dans une solitude extrême, quoi, dans sa famille. Et là, d'un seul coup, tu sais, t'as quelqu'un qui dit, bah voilà, t'as ce fonctionnement-là. C'est particulier d'être aussi haut quand même. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois, ça fait des effets. Tu le vois dans les yeux des enfants. Moi, je dis souvent, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de réaction viscérale, c'est-à-dire que tu vois que tu parles à tout l'être, et puis c'est comme s'il y avait quelque chose qui se rallumait dans les yeux. Que Exactement. les enfants, que les enfants, des fois, tu dis à l'issue, pour moi, hein, de l'entretien de restitution, parce que donc moi j'ai un long entretien avant, on fait les tests, et puis j'ai un entretien de restitution. C'est vraiment l'occasion de dire, t'as l'impression d'avoir rallumé un moteur. Et elle, ça, c'est l'impression que ça m'a fait. Voilà, je suis pas seule au monde, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Je suis pas seule au monde avec parce que tout un tas de choses, je pense elle oserait jamais partager de ce qu'elle a dans la tête. Voilà. Donc oui, c'est quand tu dis là pour elle, quand tu dis pas livré sur la bonne planète,
Là, tu vois, je pense à elle tout de suite, quoi. Je me dis: «Là, tu peux te dire quand même que, qu'est-ce que je fais là?» Enfin, C'est un peu la discussion qu'on a eue avec Com, qui est venu sur ma chaîne, hein, qui a 7 ans, THPI et Asperger en plus. Et en fait, ce qu'il a accepté, mais ce qui lui a fait du bien, puis Esther, après, qui a 16 ans, c'est de dire, mais en fait, il y en a d'autres comme moi. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, c'est-à-dire que je suis pas condamné à être tout seul ouais, sur une planète qui n'est pas la mienne. Et il y en a d'autres comme moi, et je peux trouver du lien. C'est ce qui fait qu'Esther, après avoir écouté Com, s'est remise à parler à ses parents. C'est juste improbable. C'est-à-dire, enfin, moi, c'est l'intention sur cette chaîne. C'est de ramener du soin, de la relation. C'est un peu, il y a quelqu'un qui me disait il y a pas longtemps, il me dit, moi, je suis ostéopathe. Je permets aux gens de retrouver des liens à l'intérieur, mais c'est aussi des liens à l'extérieur. Et plus on le fait avec les enfants, plus vite on peut trouver des solutions. Après, c'est plus compliqué pour les adultes, la route est plus longue. Ça pose des problèmes de relation, ce que tu disais sur les traumas qu'on retrouve après dans la vie de couple et la vie de famille. Je crois qu'il y a un vrai enjeu pour les enfants. Est-ce que tu vois, parce que là aussi, il y a des études aux États-Unis qui ont fait apparaître, tu en parlais tout à l'heure pour les trimestres de la vie intra-utérine, des surreprésentations de traits TSA et de traits TDAH. Donc pour les gens qui nous écoutent, troubles du spectre autistique, TDAH, troubles de déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. En plus, s'il n'y a pas d'activité, c'est encore plus invisible. Donc une surreprésentation TSA, TDAH chez les HPI. Est-ce que tu vois ça et comment ça se passe avec les parents? Pardon, je te pose plusieurs questions qui vont, enfin, elles vont ensemble, mais à grande maille. Comment tu gères ça? Est-ce que dans tes bilans, tu vois émerger, c'est plutôt un travail de neuropsy que de psy, je crois, de voir émerger tout ce qui va être TSA, TDAH10? Et, et un autre sujet, c'est comment ça se passe avec les parents, parce que des fois, le problème des enfants, c'est les parents. mmh. Là, c'est une blague de, tu sais, c'est une blague de pédopsie, ça. On dit, quand on fait sortir les parents dans la salle d'attente, on sait qu'on met le problème dans la salle d'attente. C'est dur pour les parents, hein. C'est dur Ouais, pour les c'est dur. parents parce que Ouais, ils et se c'est prennent dur, un puis en coup même sur temps, la tête, mais moi je dis c'est pas vrai parce que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, moi je dis les gens qui connaissent le mieux l'enfant, c'est le parent. Donc les parents, il faut oui, impérativement les écouter et je trouve que des fois on les écoute pas assez. Tu vois le parent qui dit dès le premier jour j'ai vu qu'il y avait quelque chose, dès les premiers moments je voyais que par rapport à mon enfant aîné il y avait quelque chose. Faut absolument les écouter. C'est quand même les personnes qui ont un niveau d'observation et d'attention qui est sans commune mesure. Après, il y a un biais, mais voilà, il faut les écouter. Alors attends, j'ai perdu ta question, Fabrice. Voilà, ça c'est aussi, moi ça m'arrive souvent. Oui, TDAH. Alors TDAH sûr. Moi ce que je TDAH, vois, TSA pour les ouais, HPI ou les ah THPI. ouais, TDAH HPI, TDAH HPI. Ça se combine quand même assez fréquemment. Et c'est un truc que j'ai du mal à comprendre parce que ça pourrait paraître antagoniste finalement. Et alors, il y avait une conférence qui m'avait bien aidée du professeur Torjman, qui peut être aussi visible hein, sur YouTube. Euh, alors, je crois que non, c'est une française qui travaillait sur le HPI et qui disait dans cette conférence qu'il y avait un gradient, alors qui était pas très intuitif pour le coup en termes d'attention, que en fait plus on était hyperactif et HPI et meilleures les capacités d'attention étaient jusqu'à des formes, si tu veux, complètement pas intuitives sur le plan de l'observation, c'est-à-dire des enfants qui peuvent, même des fois qui doivent faire deux, trois choses en même temps pour maintenir leur attention. Et que ça, évidemment, ça dans un contexte classe ordinaire, ça pose tout un tas de problèmes.
Elle explique d'ailleurs dans cette conférence que un établissement comme Janson de Sailly s'était saisi un peu de cette problématique-là pour faire des salles en fait spécifiques pour des enfants à besoins spécifiques, besoin d'un, tu sais, d'un, comme si le moteur à l'intérieur, il avait besoin d'un niveau de stimulation élevé pour se mettre à tourner. Toi, ça doit te parler ce que je dis. Bah oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que si tu veux, c'est comme un albatros, faut qu'il y ait un minimum de portée pour qu'il décolle, sinon il se pète la gueule. Et tu as beaucoup d'atypiques et les parents ne comprennent pas des fois, les enfants non plus, ils se trouvent handicapés, voire les éducateurs. C'est que si tu fais un petit truc, si tu veux, c'est comme si tu prends le vélo et que tu vas pas assez vite, tu te pètes la gueule. Ouais, Et ben là, c'est pareil. Il faut une certaine vitesse. Est-ce que la conférence dont tu parles, elle est en ligne ou pas? ouais, elle est en ligne. Ouais, Tu pourras la passer à Gaëtan ouais, pour qu'on la rajoute aussi, s'il te plaît. ouais, ouais. Euh, et c'est vraiment pour aider les parents. Et enfin, pour moi, le point des parents, ça fait longtemps que j'ai ponctuellement des enfants HPI. Je le fais pas parce que j'ai aussi ma casquette des thérapeutes sur les systémiques familiales de Palo Alto, d'orientation solution, dont j'ai parlé au congrès de la douance cette année. Et au début, il y a longtemps, hein, il y a longtemps, je prenais les enfants seuls, j'ai arrêté. Je prends les parents parce que, de toute façon, tout le monde est subjectif, donc autant gérer les intersubjectivités. Et les enfants ont du mal à parler ou à trouver des éléments de langage. Et dans les interactions, on peut trouver de l'information. Et de toute façon, c'est difficile d'isoler la manière dont va bouger un enfant sans faire bouger la systémique familiale. Parce que, comme j'ai expliqué, les enfants HPI ne font pas de crise d'adolescence. S'ils font des crises, c'est autre chose. Et surtout, ils peuvent faire symptômes du système. Et là, on est dans les thérapies systémiques et thérapies systémiques familiales. Et ils peuvent décider de certaines choses, voire de se sacrifier pour le système, pour les Mmh, parents. C'est-à-dire que c'est pas mmh, le problème, c'est eux la solution. Par contre, ils engrangent. On parlait de la lucidité, de ce genre de choses. Mais ça, c'est sur la question des parents. J'ai perdu le point où on était, on était ouais, avant. mais les parents, si tu veux, bah, moi, le travail là, à cet endroit-là, si tu veux, il recoupe ce qu'on fait avec n'importe quel parent, c'est-à-dire, je retombe sur, tu vois, sur l'attachement, parce que effectivement, si ton enfant, tu trouves qu'il a un fonctionnement bizarre, ça peut vraiment produire des ruptures d'empathie très fortes, hein. Tu vois, c'est si tu n'arrêtes pas de lui renvoyer en disant mais pourquoi tu penses ça, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu fais ça, en fait, l'enfant lui, c'est comme ça hein, qu'il construit l'idée qu'il est bizarre. Hein. C'est par des mécanismes de rupture d'empathie qui sont réitérés dans la relation, des fois de manière précoce. Hein, donc voilà, t'intègres le regard de l'autre qui te regarde comme un objet bizarre. Et donc la première chose à faire, c'est d'essayer de bien observer, tu vois, alors ce que nous on appelle chez l'enfant le modèle interne opérant. Je sais pas si tu connais ça, le MIO, Fabrice, Pas du en tout. théorie de Non, pas l'attachement. du tout. Le modèle interne opérant, en fait, c'est le driver un peu dont je parlais tout à l'heure, si tu veux. C'est le driver, c'est-à-dire le driver du sécure, puisque imaginons, on va prendre le cas de figure d'un enfant qui aurait le milieu le plus favorable. Le sécure, c'est mon environnement quand ça va pas est toujours là, c'est-à-dire j'ai du soutien émotionnel, j'ai des gens qui me comprennent. Et même des fois, si on me comprend pas, ça occasionne pas de rupture d'empathie. Tu vois, c'est pas un problème si on me comprend pas. Donc cet enfant-là, on dit son modèle interne opérant, c'est il a une bonne estime de lui parce que depuis tout petit, il fait l'expérience que quand ça va pas, on s'intéresse à lui. Donc ça donne une très bonne ça donne un sentiment de valeur viscérale. Tu vois, voilà, on peut supporter de me voir allant mal. Donc ça donne un sentiment de valeur. La deuxième chose du modèle interne opérant, c'est le rapport à l'autre. Hein, c'est l'autre, l'autre est génial. L'autre, on peut lui faire confiance puisque j'ai même pas de mots pour m'exprimer et quand ça va pas, l'autre, il est là, il me comprend. En tout cas, je vois qu'il fait un effort pour me comprendre. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et on dit, en fait, le modèle interne opérant, il s'étend jusqu'à la vie, dans le rapport à la vie, puisque si
Quand tu as de la valeur et que tu fais confiance aux autres, bah la vie c'est un terrain de jeu, hein. C'est-à-dire que tu peux explorer le monde et tomber, c'est pas grave puisque tu sais que quand ça n'ira pas, il y a des gens de confiance sur qui tu peux compter pour te soutenir. Donc ça, on dit c'est le modèle interne opérant le plus favorable à l'enfant, hein, c'est le modèle du sécure. Et puis jusqu'au plus difficile, qui est le modèle désorganisé, c'est-à-dire j'ai aucune valeur, les autres sont des pourritures parce que j'ai jamais pu faire confiance à quelqu'un d'autre, j'ai toujours été trahi par les autres. Et la vie est loin d'être un terrain de jeu, la vie est une succession d'épreuves, voilà, où il s'agit pas de prendre du plaisir et de toute façon, quand ça va pas, je peux faire confiance à personne. Donc, et ça, nous, on le voit assez vite hein, dans les interactions, d'essayer de vraiment, quand tu dis, tu sais, ces fonctions un peu scanner là, le modèle interne opérant, c'est très utile de savoir le choper rapidement, et puis de voir aussi celui du parent, parce que bon, généralement, ceux qui viennent chez le psy, ils ont déjà admis qu'ils pouvaient avoir besoin d'aide. Donc tu dis, ils ont déjà quelque chose qui fonctionne assez bien, de reconnaître que l'être humain a inhérent à sa condition besoin d'aide pour généralement dépasser un moment difficile, et ce qui n'est ni une faiblesse ni un échec, mais juste le témoin de l'humanité. Voilà. Et donc les parents, c'est essayer alors si je te le dis très très vite, c'est modifier en fait le style interactionnel du parent avec l'enfant pour que l'enfant modifie son modèle interne opérant. Voilà, si je le dis vite, c'est ça en fait. Et quand tu travailles avec les enfants, tu travailles avec la systémique familiale pour intervenir sur ces dimensions interactionnelles? Alors, Ça dépend. alors ouais, j'allais dire, j'ai quelques références parce que on ne peut pas être sans aucune référence de la systémie quand on travaille, parce que l'enfant, enfin, c'est tellement la variable d'ajustement dans le système familial que faut l'avoir en tête. Mais moi, je suis pas spécifiquement formée, tu vois, à la systémie, l'approche Palo Alto. Je vois très bien ce que c'est, mais je dirais, faut quand même avoir en tête que ce qui va rester de toute façon dans la tête d'un enfant est le fruit de l'interaction qu'il aura vécue dans sa famille. Et je prête beaucoup d'attention aussi à ce qui se passe dans les fratries, parce que ça peut avoir grande importance, hein. Si tu es martyrisé par un grand frère qui est jaloux de ton HPI, je veux dire, il va vraiment en rester quelque chose, hein. Donc c'est pas que les parents, hein, c'est toute la famille. Donc C'est bien c'est que tu un amènes mode ça. enquêteur, C'est hein. bien que tu amènes ça parce que moi je l'entends souvent, des histoires de la Ah oui, fratrie, et c'est peu abordé. C'est ouais, vraiment ouais, ouais. peu abordé explicitement. Il y a évidemment des liens avec les parents, au risque de stigmatiser les parents, c'est pas le sujet, mais il y a quand même des parents maltraitants avec du harcèlement sexuel, Oui, oui. euh, alors de l'autre sexe, mais j'ai aussi des retours, des témoignages de mamans sur les petites filles, hein, Mmh. ou Ah oui, oui. enfin de tout l'environnement, enfin tout ce truc assez pourri qui détruit les gens, HPI ou pas. Juste, je voulais revenir sur un point d'avant, je ne sais pas si tu l'avais terminé, sur la place des petites filles. On avait parlé de cette petite fille versus les garçons. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu verrais d'un variant ou de plus spécifique chez les filles et d'un variant ou de plus spécifique, ça veut dire pas pour tout le monde, chez les garçons? Bah, moi, les petites filles que j'ai en tête, alors à l'exception de celle-ci, parce que celle-ci, elle était vraiment dans le modèle de la petite fille un peu parfaite, en tout cas, tu vois, dans ce qu'on attend de très normé pour une petite fille, quoi. Très sage à l'école, très forte à l'école, voilà. Mais euh, pour un certain nombre d'autres que j'ai en tête, c'est des filles qui, même dont le comportement ou les intérêts sont atypiques. Là, j'en ai une en tête. Je crois que j'en avais parlé quand on avait préparé l'émission. Bah, elle, typiquement, voilà, ça, c'est typiquement les cas qui nous posent questions et problèmes. Si on se fixe que sur le QI, cet enfant, elle a 9 ans. Alors on voit que elle, tu vois, que moi je sois plus âgée et tout ça. Enfin, elle me parle, voilà, comme si on se connaissait depuis toujours.
elle a 120 de QI. Donc tu vois, si on se fixe que sur le QI, bah elle est pas dans les HPI, sauf que tu vois son fonctionnement, la lucidité, comment elle voit le monde, ses intérêts. Elle a un intérêt pour les langues étrangères qui est complètement sidérant, c'est-à-dire que elle a un niveau d'allemand, de russe, alors que, enfin, il n'y a pas toutes ces origines-là dans sa famille. Hein. Allemand, russe, anglais et italien, je crois. Il y avait 4 langues. Enfin voilà, et elle a des accents. Je lui ai demandé, tu vois, enfin c'est complètement délirant, quoi. Et avec ce côté, alors cette expression que j'aime vraiment pas du tout, mais garçon manqué, tu vois. Euh, des filles, oui, qui se foutent un peu. J'en ai quelques-unes en tête de correspondre à ce qu'on attend d'une fille. Disons, disons ça. Voilà. Mais au final, faudrait que je regarde, tu vois, dans mon fichier patient, parce que comme moi, je me souviens de tous mes patients, c'est quand même un avantage. Que je regarde spécifiquement pour les filles. J'avais demandé à une collègue psychologue qui, elle, fait des bilans depuis très très longtemps. Je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder, toi, la proportion filles-garçons? Elle me dit, oh, elle me dit jamais eu l'idée de regarder. Elle a regardé, c'était stupéfiant. C'était terrible, je crois que c'était un quart, trois quarts, un truc comme ça. C'est vraiment. Et elle, ça faisait sur beaucoup de monde. Son échantillon était plus statistiquement, je pense, plus robuste que le mien. Donc, mais sur les invariants, c'est difficile à dire. Qu'est-ce que, tu vois, je processe je me repasse toutes mes petites patientes là. Moi, je trouve ce serait peut-être ça. Ce serait peut-être un peu plus se fiche de la norme de ce qui est attendu par rapport au fait qu'elles soient des filles, disons. Sur ce que je vois, et j'en parle de temps en temps, mais plus sur les ados, les filles font plus fréquemment des tentatives de suicide, des scarifications, dont on a échangé avec Esther. Les garçons, pour les nouvelles générations, en plus de la drogue, de l'alcool et des jeux, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'autoriser à se barrer, mais dans les Mm, échanges qu'on a eus avec Esther, qui est une jolie fusée, c'est le dragon, les émotions. Là, j'ai en urgence une jeune fille que je dois voir la semaine prochaine parce elle est totalement détruite par ses émotions. Et elle s'en sort pas. Elle se fait déborder. Et j'entends souvent ça chez des jeunes filles. Alors j'ai plutôt des ados. Chez des adultes, chez les femmes HPI, c'est les tempêtes, les tornades, le dragon et des trucs qui les rendent folles. Parce qu'en général, personne les comprend. Aussi, on les comprend, c'est totalement dégradé. mm, Euh, C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas sortir de leur corps. Il y a un enjeu avec le corps où moi je parle pour les femmes HPI qu'elles ont besoin de contenants pour gérer c'est Tchernobyl hein, à mm, l'intérieur. Là où les garçons peuvent s'autoriser à se barrer avec la drogue, l'alcool, les jeux pour se faire des films dans la tête parce que la vie ordinaire est vraiment pas intéressante. Les filles, pour beaucoup, peuvent pas s'autoriser à se barrer parce qu'il y a une question des émotions et des émotions qui prennent le pouvoir sur elles. mm. Bah, en plus, si tu veux, les filles, je pense que la dimension de complexité qui est quand même un peu un tabou et dont on n'en parle pas beaucoup, hein, mais c'est l'arrivée du cycle menstruel. Je veux dire, les filles, je veux dire, tout l'aspect hormonal, je pense, amène une complexité quand même très spécifique et ça passe complètement sous les radars. Moi, je vois par exemple, tu sais, tout ce qui est les TDAH, par exemple, femmes ont une problématique avec des syndromes prémenstruels qui sont majorés. Par exemple, c'est assez fréquent. Mais pour le recueillir, c'est-à-dire moi, ça m'est arrivé d'accompagner des femmes en disant notez votre dysrégulation émotionnelle, là, votre difficulté à gérer vos émotions, notez si il y a quelque chose qui fonctionne avec votre cycle. Et là, d'un seul coup, tu sais, en notant, elles font oh là 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 là. Enfin, j'avais jamais observé à ce point que c'était voilà en contact avec ça. Donc il y a quand même oui cette dimension-là. Donc à l'adolescence, tu vois, quand tout ça se réveille, si antérieurement tu trouves que tu as déjà un fonctionnement bizarre, parce que tous les mouvements auto-agressifs, là, les mutilations, etc. Bon,
moi, je t'avoue, Fabrice, quand c'est comme ça, je cherche toujours si les gens n'ont pas subi de la violence, y compris sexuelle, hein, parce que dans les mutilations, il y a quand même, faut toujours y penser. Voilà, parce qu'il y a quand même tu sais, quand tu as été en contact avec quelqu'un où ce contact t'a dégoûté, il en reste quelque chose dans la peau, dans les sensations de la peau, et attaquer la peau, c'est jamais neutre, hein. Tu vas attaquer le contenant, enfin, voilà, c'est à quoi a été confronté le contenant, et qu'est-ce que je veux faire sortir du contenant, qu'est-ce que j'attaque en attaquant la peau, quoi. Donc ça c'est vrai, j'allais dire, tout à fait en dehors de la considération d'être HPI ou pas, quoi, hein. C'est vraiment, oui, et donc oui, les filles, elles ont plutôt tendance à des troubles intériorisés, on dit, hein, de l'anxiété, des mouvements dépressifs assez masqués, et les garçons plutôt extériorisés, donc plutôt dans les addictions, l'alcool, ce que tu dis, des choses en tout cas visibles de l'extérieur, où il y a moins d'effet de masquage, je dirais. Je suis attaqué Euh, par une mouche. oui, je C'est horrible. mais en tout cas, les filles, je pense qu'il faudrait vraiment, tu vois, dans les approches en consultation, considérer cette spécificité du féminin, c'est-à-dire être confronté à quelque chose de cyclé, des hormones qui peuvent faire varier tout ça, et que il y a moins de stabilité que chez les hommes, c'est sûr. Donc ouais, voilà ce que je pourrais t'en dire. En tout cas, tu vois, enfin, moi je dis, quand les gens vont aussi mal là que ce que tu décris, c'est-à-dire quand il y a des gros symptômes, quand même, c'est des niveaux de détresse qui sont très intenses, hein, quand tu commences à t'auto-agresser, avoir des gestes suicidaires, etc. Bon, il faut quand même, quand tu parlais de système familial très dysfonctionnel, moi il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est les violences sexuelles, parce qu'il y a un niveau de déni sur ces violences, on ne veut pas les voir, mais même les professionnels ne veulent pas les voir. Les médecins qui les dénoncent, ils sont menacés par l'ordre des médecins pour immixtion dans la vie familiale. Certains ont carrément une interdiction d'exercer la médecine transitoire, tu vois, qui peut durer quelques mois. Enfin, il y a quelque chose en France, et je pense que du côté, on est héritier aussi dans, on va dire, la psychanalyse freudo-lacanienne telle qu'elle s'exerce un peu spécifiquement en France, un déni aussi des psys des violences sexuelles. Donc là, je trouve, pour moi, c'est un des sujets les plus problématiques en France, c'est qu'on ne veut pas les voir, on ne veut pas les chercher, on ne veut pas les explorer. Et alors, les gens qui sont victimes de ça, ils vont aller chez le psy, qui des fois va penser que c'est de la fantasmagorie, en tout cas que ça n'a pas eu lieu, et qui ne vont pas faire le lien entre l'état du système nerveux autonomique du patient, c'est-à-dire le patient qui a vraiment l'impression de devenir fou. Là, ces violences-là, je pense que c'est les violences qui amènent le plus au bord de la folie. Et les logiques anti-victimaires qui sont la règle en France, hein, parce que si tu t'amuses à porter plainte, ce que tu vas vivre, confronté aux forces de l'ordre, confronté à la justice, au monde médical, et aux psy, parce qu'il y en a plein qui ne travailleront pas le trauma, hein, il y en a plein qui te diront que c'est ton fantasme, hein, d'avoir été agressé. Donc je veux dire, là, tu as quand même tout le cocktail. Je veux dire, en termes de risque suicidaire, tu es au maximum. T'es au maximum pour moi. Et c'est pour ça que moi, c'est peut-être ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur, parce que il est tellement maltraité en France que c'est honteux, quoi. Pour les victimes, moi, je trouve ça honteux, tu vois. Et je le dis parce que s'il y a des psys qui nous écoutent, on ne sait jamais, ces patients-là, ces patientes, on les reconnaît, ados, adultes, par un mélange qui est très particulier, qui est un état de vigilance qui est très très accru, mais c'est pas juste, tu sais, la vigilance, c'est pas juste être attentif particulièrement à son environnement, c'est vraiment la perception dans le regard de quelque chose qui est comme une bête traquée. Tu vois,
c'est vraiment, alors ça peut être très fugace, hein, ça peut passer très très vite, mais si tu es bien attentif, tu peux le choper, avec des moments où la personne n'est plus là. Et ça, c'est pareil, ça peut être très fugace. Donc cette alternance de, tu vois, comme si tu surveillais un danger qui pouvait survenir à tout moment, de n'importe où, de n'importe qui, et en même temps, des fois quelques secondes plus tard, la sensation d'une absence complète à elle-même. C'est vraiment, euh, si vos patients, je parle au psy, alternent des moments comme ça où vous dites, c'est bizarre là, tout à l'heure elle était en mode bête traquée, et puis là d'un seul coup il y a une absence. Il faut toujours penser aux violences sexuelles. Voilà, et moi quand je vois ça, mais des fois je le vois. Alors c'est mon malheur, hein, Fabrice. Et moi je le vois partout tout le temps ça. Voilà, je le vois au marché, je le vois dans la rue, je le vois partout ça. Donc c'est dur parce que tu vas pas aller voir les gens en disant dites-moi ce qui vous est arrivé, mais c'est voilà. Et d'ailleurs c'est ce qui fait dire des fois, moi j'ai beaucoup de patients qui m'ont dit ça, qui me disent mais vous êtes voyante. Je dis ah non pas du tout, je suis pas du tout voyante. Par contre, je vous regarde attentivement et je vois à l'alternance comme ça des états végétatifs qui sont complètement opposés. Voilà, c'est à peu près la signature de la violence sexuelle, ça. Quel travail tu fais là-dessus? Bah, je fais de l'ICV. Je fais de l'ICV, c'est-à-dire là-dedans il y a des dimensions, c'est intégrer ce qui s'est passé, ce qui a pour conséquence, tu vois, alors là on dit c'est assez spectaculaire parce que là ça remet le monde à l'endroit. Hein. C'est-à-dire que quand tu intègres un événement, déjà tu arrêtes de te culpabiliser, c'est-à-dire que enfin, quand je dis ça remet tout le monde à l'endroit, c'est-à-dire la victime souvent qui a pas intégré le traumatisme, déjà elle se culpabilise, elle pense que c'est tout est de sa faute, hein, qu'elle l'a cherché, enfin d'une manière ou d'une autre. Et puis souvent il y a des phénomènes de protection de l'agression, en tout cas de compréhension, tu vois, comme s'il y avait une espèce d'empathie pour l'agresseur. Et donc là, d'un seul coup, quand tu as intégré l'événement, tout se remet à l'endroit. C'est-à-dire que le patient, la patiente, là, d'un seul coup, c'est très clair que c'est une victime, que de toute façon, son état de vulnérabilité fait qu'elle ne pouvait pas se défendre et qu'elle s'est adaptée, elle a fait du mieux qu'elle pouvait dans la situation qui était la sienne. Et donc, ça remet le monde à l'endroit. Donc, il y a des phénomènes d'intégration et des phénomènes de réparation. Hein, donc, c'est par exemple, tu peux travailler à qu'est-ce qu'aurait pu faire un adulte qui tenait à peu près la route à ce moment-là, hein, pour restaurer un modèle du monde, tu vois, toujours dans le registre du modèle interne opérant, parce que ces gens-là ont été trahis par de très nombreux adultes en fait. Hein. C'est tous les adultes qui n'ont pas voulu voir, tous les adultes qui ont fait semblant de pas voir, semblant de pas comprendre, mais même au-delà de ça, qui ont menti, tu vois, qui ont manipulé les autres. Je pense à l'inceste particulièrement où il y a toujours ces dimensions-là, hein, vraiment des familles qui sont très dans le mensonge, dans la manipulation, où finalement tout le monde sait sans savoir, mais où tout le monde sait quand même. Donc ça c'est encore, il y a des dimensions un peu particulières dans l'inceste. Mais c'est vrai que moi, là c'est vraiment un grand point d'intérêt pour moi parce que moi je le vois très vite et c'est quelque chose, voilà, qu'on peut prendre en charge aujourd'hui, mais avec des connaissances qui sont un peu spécifiques, je dirais. Tu vois, mais encore faut-il vouloir le voir, parce que, enfin, force est de constater. Il y a plein de gens dans le champ du soin psychique et psychiatrique qui ne veulent pas le voir. Pourquoi ils ne veulent pas le voir? À ton avis? Bah, j'ai quelques idées, hein, mais à ton Moi avis? aussi, j'ai quelques idées. Bah écoute, enfin, je me dis, je pense que dans un premier temps, ça a à voir avec l'impuissance. C'est si je le vois, qu'est-ce que je fais? Donc je suis mieux de pas le voir parce que de toute façon, si je le vois, je me sens impuissant. C'est insupportable de se sentir impuissant, donc je préfère m'aveugler d'une certaine façon. L'autre chose, je me dis, enfin toutes les logiques anti-victimaires qu'on voit dans toutes les institutions que je te déclinais tout à l'heure, pour moi, fonctionnent quand même assez fréquemment dans des rapports de domination et de pathologie du pouvoir, quoi. Si je veux aller vite, chez les médecins, ça peut être vrai, chez les magistrats, ça peut être vrai, chez les gens je pense dans les
comment dire, tu vois, dans tout ce qui est judiciaire, ça peut être vrai, les forces de l'ordre, ça peut être vrai, etc. Donc, si tu as en face de toi des gens qui ont un problème avec le pouvoir, qui les a conduits d'ailleurs à faire le métier qu'ils font, hein, d'avoir du pouvoir sur l'autre, toi tu es une victime, ces gens-là, ils vont pas s'identifier à la victime, hein, ils vont plutôt s'identifier à celui qui a le dessus dans la relation. Et parce que un truc aussi tordu que le syndrome d'aliénation parentale, tu vois, c'est un des outils anti-victimaires, c'est-à-dire on va attaquer la mère qui veut protéger sa fille ou ses enfants des agressions sexuelles du père, et c'est elle qui va se retrouver à plus voir ses enfants, etc. Parce que c'est une manipulatrice, c'est elle qui a tout inventé, qui a mis tout dans la tête de ses enfants. Je me dis, un truc aussi tordu ne peut être défendu que par des gens qui sont dans des logiques de domination. Je me dis, c'est pas possible autrement. Toi, quand tu vois la situation, quand tu vois des enfants avec des symptômes mais dans tous les sens, et que tu vois que, par exemple, quand c'est le père, hein, parce que je dis pas si systématiquement c'est le père, mais quand même, c'est dans une majeure partie des cas de figure. Dès qu'ils voient plus le père, ça va mieux. Donc il y a une levée de symptômes. Et dès qu'ils sont reconfrontés à la violence, bah évidemment, les symptômes reviennent au galop. Et ben non, ça, tu vois, c'est pas du tout vu. Mais je me dis, mais comment on peut à ce point s'aveugler? Donc voilà, moi j'ai mes hypothèses à moi, mais c'est à force, tu sais, d'entendre des mères protectrices qui viennent m'apporter leurs enfants en thérapie et qui me disent ce qu'elles entendent dans les tribunaux, ce qu'elles entendent des juges, ce qu'elles entendent des fois des médecins en expertise. C'est complètement délirant. Enfin, moi, c'est quelque chose. D'abord, je dis souvent que c'est peut-être l'aspect de mon métier le plus difficile. Parce que une chaîne d'acteurs, consciemment ou inconsciemment, tu parlais du pouvoir, moi je pourrais penser à la notion de responsabilité, c'est qu'une fois que tu as vu, tu es responsable, quand tu n'as pas vu, tu n'es pas responsable. Ou certains qui peuvent être démunis, enfin démunis par leurs moyens ou démunis par leur personne, sur des sujets. Et je pense que la société ne protège pas ça non plus. C'est C'est-à-dire vrai. que là, une fois de plus, le récit collectif met en danger ceux qui parlent Mm. au détriment des victimes. Ouais, oh bah, Parce qu'effectivement, c'est très juste. tu parles de la systémique. Tu vois, enfin moi j'entends ça extrêmement fréquemment, à longueur de mois en tout cas, pas toutes les semaines, mais quand même tous les mois, d'enfants agressés en disant ma mère n'a rien fait. Mm. Mais la mère, elle pouvait être paralysée. On peut trouver des circonstances atténuantes. La dernière, c'est son oncle, son grand-père et je sais plus qui, quoi. Trois qui l'ont violée. Bah, dans l'inceste, on va dire, la particularité de l'inceste, c'est que quand ça arrive à un étage, il y en a toujours aux autres étages générationnels. Donc, t'es déjà forcément, ta mère, elle te protège pas parce que, moi je dis, dans 98% des cas, de toute façon, elle-même a été victime. Elle a Sinon, été touchée. tu vois, ouais, ouais, ouais. Sinon, son driver l'aurait pas conduit auprès d'un agresseur. Tu vois, voilà. Donc, l'inceste, ça a vraiment cela de particulier que dans une famille en général, il y en a un peu partout. Donc, et c'est des là-dedans, il peut y avoir des dimensions de perversité extrêmement grandes. Hein, c'est-à-dire que nous, on fait un métier dangereux, hein, quand même. C'est-à-dire si tu fais Oui, des signalements sur des familles comme ça. Moi, je me souviens d'une collègue psychologue qui a fait un signalement hein, de cet ordre-là à Annecy. La personne qui faisait l'objet du signalement, enfin, des propos c'était je crois, elle avait 12 ans, la jeune fille. Il y a quelqu'un de la famille qui s'est déplacé, qui lui a tiré une balle dans la tête, hein, à son cabinet, dans sa salle d'attente. Donc, enfin, moi, j'ai été amenée à faire pas mal de signalements dans ce registre-là. Oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est ressources internes. Mais en même temps, voilà, moi, je me dis, c'est vraiment de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire une fois que tu comprends ce qu'il en est, tu peux pas ne pas en faire quelque chose, c'est pas possible. Alors moi, ma stratégie, Fabrice, oui, c'était juste pour finir là-dessus. Ma stratégie, c'était toujours d'essayer de faire des signalements à plusieurs en même temps. Tu vois, c'est-à-dire de contacter
l'infirmière scolaire, le médecin traitant, etc., pour que d'un seul coup, il y ait 2, 3, 4 personnes qui fassent en même temps, parce que là, ça a beaucoup plus de poids, ça protège tout le monde, et en général, tout le monde avait vu des choses, mais tu vois, voir sans voir, c'est-à-dire en disant oui, j'y ai pensé, mais j'étais pas sûre. Mais je dis notre boulot, c'est pas d'être sûr. Notre boulot, c'est d'avoir un doute. Nous, on n'est pas des enquêteurs. Moi, je suis pas la police, mais si ce doute nous traverse, pour protéger un enfant, on doit en faire quelque chose.